Honneur. Merci. Cela fait longtemps. Ils se sont battus pendant 35 ans et maintenant ils sont amis. Et ils vont rester amis pendant longtemps. Mais c'est un immense et magnifique honneur d'accueillir tout le monde à la Maison-Blanche pour ce sommet de paix historique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est vraiment un immense plaisir pour moi. J'aime voir de bonnes personnes se rassembler et c'est ce que vous avez ici. Vous avez deux grands dirigeants. Je tiens à féliciter ces deux personnes visionnaires, le Premier ministre Païnian et le président Aliyev, d'être venus à Washington pour signer cette déclaration conjointe historique. C'est un document d'une importance capitale et il a fallu beaucoup de temps pour y parvenir. Ils expliquaient tout à l'heure que tant de fois, ils pensaient pouvoir y arriver. Cela n'est jamais arrivé. Ça n'est tout simplement jamais arrivé. Je veux également remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff, ainsi que leurs équipes au département d'État. Et je vois que nous avons Chris Wright dehors et le sénateur Steve Daines assis juste ici. Merci Chris. Merci beaucoup. Et Steve, merci beaucoup. Et nous avons d'autres merveilleux dignitaires, y compris ceux de votre pays, mais ils ont apporté une aide diplomatique considérable. Et Marco, félicitations. C'est important. C'est vraiment quelque chose d'important. Continue comme ça. Il a beaucoup de responsabilités. Et puis, bien sûr, on pourrait dire que Steve a été très influent. Je l'appelle Henry Kissinger, mais qui ne divulgue rien. Depuis plus de 35 ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se livrent à un conflit acharné qui a causé d'immenses souffrances aux deux nations. Ils ont énormément souffert pendant tant d'années. Beaucoup ont essayé de trouver une solution, y compris l'Union européenne. Les Russes ont travaillé très dur sur ce dossier, mais cela n'a jamais abouti. Joe Biden, le dormeur, a essayé, mais vous savez ce qui s'est passé. Il a essayé pendant probablement 12 minutes et ça n'a pas marché. Et de nombreux autres pays ont essayé sans succès. Mais avec cet accord, nous avons enfin réussi à instaurer la paix. Et nous venons de quitter le bureau ovale où nous avons signé de volumineux documents et des éléments très importants de l'accord. Les pays d'Arménie et d'Azerbaïdjan s'engagent à cesser tous les combats pour toujours, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. C'est très important et je viens de passer beaucoup de temps avec ces deux hommes. Je pense qu'ils vont entretenir une excellente relation. Vous voulez savoir la vérité? Ils ne se voyaient pas beaucoup, mais ils le feront probablement. Je pense que vous deux allez avoir une excellente relation. Si ce n'est pas le cas, appelez-moi et je réglerai ça. D'accord. Très important également, nous avons aussi résolu la question clé qui avait fait échouer les négociations précédentes. Cette déclaration établit ce qu'ils appellent un grand honneur pour moi. Je n'ai pas demandé cela. La route Trump pour la paix et la prospérité internationale, qui est une zone de transit spéciale permettant à l'Azerbaïdjan d'accéder pleinement à son territoire du Nakhchivan tout en respectant pleinement la souveraineté de l'Arménie. Donc, ils vont vraiment pouvoir vivre et travailler ensemble, et c'est incroyable. C'est donc un territoire très important, je suppose, un territoire très spécial pour vous, et pour vous aussi. Et maintenant, ils travaillent ensemble. L'Arménie crée également un partenariat exclusif avec les États-Unis pour développer ce corridor qui pourrait durer jusqu'à 99 ans, et ensuite, ils promettent qu'au bout de 99 ans, ils le prolongeront. N'est-ce pas? Vous le promettez. Mais nous prévoyons un développement important des infrastructures par des entreprises américaines. Elles sont très impatientes d'entrer dans ces deux pays et elles vont investir beaucoup d'argent qui profitera économiquement à nos trois nations. C'est une nouvelle extrêmement positive pour l'avenir de toute la région et c'est une région très importante, comme vous le savez. De plus, les États-Unis signent un accord bilatéral avec les deux pays pour renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la technologie, y compris l'IA. Et en ce qui concerne l'énergie, Chris est ici pour représenter notre pays et il n'y a personne de meilleur que Chris Wright. Et Chris, je comprends que c'est une région très fertile, c'est une zone très fertile. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu as fait un travail remarquable, tu as réussi.
Les prix de l'essence ont beaucoup baissé par rapport à ce qu'ils étaient. Et c'est vraiment impressionnant à voir. Nous ferons comme nous ne l'avons pas fait depuis de nombreuses années, je dirais même jamais auparavant. Et nous venons juste de commencer. Nous levons également les restrictions sur la coopération en matière de défense entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis d'Amérique. Le président, c'est très important. À moins que, est-ce que c'est important pour vous? Je le pense. C'était plutôt bien. Ils sont très contents de cela. Moi aussi. En tant que président, ma plus grande aspiration est d'apporter la paix et la stabilité dans le monde. La signature d'aujourd'hui fait suite à notre succès avec l'Inde et le Pakistan. Ils étaient en conflit. Ils étaient vraiment en conflit. Et ils ont été formidables. Deux grands dirigeants qui se sont réunis juste avant ce qui aurait pu être un conflit énorme, comme vous le savez, un conflit nucléaire, probablement aussi le Congo et le Rwanda. Non, celui-là durait depuis 31 ans. Vous les avez battus, 35 ans, vous les avez battus. Mais celui-là durait depuis 31 ans et nous avons tout réglé et les gens sont très contents. C'était une situation difficile. C'était horrible. 7 millions de personnes sont mortes d'après ce qu'on sait. Aussi tout récemment, la Thaïlande et le Cambodge. C'était un conflit qui venait juste de commencer. Il y avait déjà 2000 morts à la frontière, mais ce n'était que le début. Et je parlais à l'une des deux nations au sujet du commerce et j'ai dit que je ne signerai pas d'accord commercial si vous vous battez. Et j'ai eu l'autre partie et encore une fois un grand leadership, la Thaïlande et le Cambodge. Et avant que cela n'aille plus loin que les premiers jours, nous avons arrêté la guerre. Et ils ont eu des guerres périodiquement, tout comme vous deux avez eu des guerres de longue durée. Et nous avons réussi à l'arrêter et nous, il y en a encore deux. Je trouve qu'ils sont de grands dirigeants dans tous les cas. S'ils n'avaient pas été d'accord, j'aurais dit que ce sont de mauvais dirigeants. Thaïlande et Cambodge, Serbie et Kosovo, nous avons réussi à arrêter quelque chose qui était prêt à commencer. Nous n'avons pas du tout aimé cela et nous avons sauvé beaucoup de vies ainsi que de nombreuses autres. De plus, comme vous le savez, nous avons éliminé la capacité nucléaire de l'Iran et, pour utiliser un terme que certains ont essayé de contester sans aucune connaissance, elle a été anéantie. Cela a été confirmé par les commissions de l'énergie atomique. Tous ceux qui ont vu que tout avait été totalement anéanti, ils essaieront peut-être à nouveau, mais ils devront trouver un nouveau site parce que c'est fini. Et je veux simplement dire que notre armée, nous avons la meilleure armée du monde. Nous avons le meilleur équipement et la meilleure industrie militaire au monde. Personne n'arrive à la cheville et cela l'a en quelque sorte prouvé. Donc, éliminer cette menace venant du Moyen-Orient était très important. Et je pense que beaucoup de gens vont nous rejoindre en ce moment. Les accords d'Abraham, cela va être très important. Donc, j'espère que nous aurons encore beaucoup de succès. J'espère que nous n'en aurons pas trop dans ce domaine, car, espérons-le, nous ne verrons pas beaucoup d'autres guerres. Mais nous venons juste, je suis arrivé et tout ce monde était en feu. Toutes ces choses se produisaient en quelque sorte. Nous ne sommes là que depuis 6 mois. Le monde était en feu. Nous avons éteint à peu près tous les incendies et nous travaillons sur un autre que vous couvrez de façon très approfondie avec la Russie et l'Ukraine et nous aurons d'autres informations à vous donner un peu plus tard. Mais je veux poser une question à ces deux personnes très spéciales. Encore une fois, j'ai appris à les connaître. Ce sont des personnes vraiment exceptionnelles et je pense qu'ils ont le potentiel d'avoir une excellente relation personnelle, ce qui est toujours positif, mais aussi une très bonne relation tout court. Et si je peux me permettre, monsieur, de vous demander de dire quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être invité par le Président des États-Unis pour cet événement historique. En réalité, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire dans la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Azerbaïdjan. Nous entamons le chemin vers un partenariat stratégique. La charte sur le partenariat stratégique sera élaborée dans les prochains mois et c'est une réalisation historique pour l'Azerbaïdjan, car être dans le format d'un partenariat stratégique avec le plus grand pays du monde est une grande opportunité et aussi une très grande responsabilité. Et ce format de partenariat stratégique englobe de nombreux domaines importants: investissement mutuel, commerce, énergie, connectivité, transit, intelligence artificielle, défense, vente, lutte contre le terrorisme.
Donc, tous ces domaines dans lesquels nous avons eu et, espérons-le, auront une coopération très active à l'avenir. Cela ouvre donc de nombreuses opportunités pour l'Azerbaïdjan de poursuivre son développement dynamique, de diversifier son économie, de maintenir le taux de chômage bas comme il l'est aujourd'hui et de regarder vers l'avenir avec un grand optimisme. Je suis également très reconnaissant envers Monsieur le Président d'avoir aujourd'hui levé les restrictions qui avaient été imposées à l'Azerbaïdjan. En 1992, seulement un an après que l'Azerbaïdjan a retrouvé son indépendance, ces restrictions nous ont été imposées. Ainsi, après 33 ans, ces restrictions ont été levées aujourd'hui même. C'est donc vraiment un jour qui sera gravé dans la mémoire du peuple azerbaïdjanais avec un sentiment de fierté et de gratitude envers le président Trump pour son attitude envers l'Azerbaïdjan, pour sa vision, non seulement pour notre région. Nous avons échangé nos points de vue aujourd'hui et j'ai dit qu'en quelques mois seulement, il avait réussi à mettre fin à des conflits en Asie, en Afrique et maintenant dans le Caucase du Sud. Ce que nous n'avons pas pu accomplir pendant plus de 30 ans, nous avons dû le payer de vies humaines. Nous avons dû mener 2 guerres très dures avec de nombreuses pertes. Et sans le président Trump et son équipe, ainsi que notre grand ami M. Witkoff et son équipe, probablement qu'aujourd'hui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan seraient encore engagés dans ce processus interminable de négociation. C'est donc vraiment un jour historique. Aujourd'hui, nous instaurons la paix dans le Caucase, ce qui ouvrira de grandes opportunités, non seulement pour notre région. Et comme le président Trump l'a justement mentionné, la voie Trump pour la paix et la prospérité internationale créera de nouvelles lignes de connectivité, abaissera les murs et offrira des opportunités de connexion à de nombreux pays avec des investissements, de la prospérité et de la stabilité. Vous savez, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont devenus indépendants en même temps à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais à cette époque, nous étions déjà en guerre. Nous avons donc perdu de nombreuses années à être uniquement préoccupés par les guerres, l'occupation et l'effusion de sang. Aujourd'hui est donc aussi un jour historique parce que nous apportons la paix. Le président Trump apporte la paix dans le Caucase et nous lui en sommes reconnaissants. Et je suis sûr que l'Arménie et l'Azerbaïdjan trouveront le courage et la responsabilité de se réconcilier. Et les peuples se réconcilieront également. Nous tournerons la page de l'impasse, de la confrontation et de l'effusion de sang et offrirons un avenir radieux et sûr à nos enfants. Je suis donc très heureux car aujourd'hui nous écrivons une grande nouvelle page de l'histoire. Et encore une fois, Monsieur le Président, merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour notre région et pour le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Et à vous. De grands dirigeants. Depuis combien de temps êtes-vous à la tête du pays? 22 ans. 22 ans. C'est plutôt impressionnant. Cela veut dire qu'il est coriace et intelligent et c'est une région du monde extraordinaire. Félicitations. Quel grand honneur d'être impliqué. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons posé les bases pour écrire une histoire meilleure que celle que nous avons connue par le passé. Cette avancée n'aurait tout simplement pas été possible sans l'engagement personnel du président Trump et sa détermination résolue en faveur de la paix dans notre région. L'initialisation de l'accord de paix ouvrira la voie à la fin de plusieurs décennies de conflits entre nos pays et inaugurera une nouvelle ère fondée sur le respect total de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun. Les déclarations d'aujourd'hui que le président Trump signera personnellement et dont il sera également témoin donnent confiance et assurance que nous ouvrons un chapitre de paix, de prospérité, de sécurité et de coopération économique dans le Caucase du Sud.
Dans ce contexte, permettez-moi de souligner l'accord sur l'ouverture des communications de transport dans la région, fondé sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de juridiction. Je tiens particulièrement à souligner qu'avec les États-Unis, l'Arménie travaillera à concrétiser le projet Trump-Roth pour la paix et la prospérité, un projet de connectivité qui libérera tout le potentiel de la région. TRIB ouvrira des opportunités économiques stratégiques qui généreront des avantages à long terme. Cela favorisera l'investissement dans les infrastructures, renforcera la connectivité régionale et consolidera le leadership des États-Unis en tant que défenseur de la résolution des conflits. Je tiens à remercier le président Trump et son équipe d'avoir négocié ce résultat décisif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un excellent accord que nous avons conclu aujourd'hui. C'est une réussite pour nos pays, pour notre région et pour le monde entier. Parce qu'une région plus pacifique signifie un monde plus sûr. C'est la paix par la force dans un contexte neutre. Monsieur le Président, la grande réussite d'aujourd'hui est un témoignage supplémentaire de votre leadership mondial et de votre héritage en tant qu'homme d'État et artisan de la paix sur la scène internationale. Apporter la paix a nécessité de la vision, du courage politique et de la détermination. Mais ce qui est le plus important, c'est que cela exige la foi en la cause, comme il est dit dans la Sainte Bible. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Que Dieu éclaire cette voie. Merci. Et toutes mes félicitations à nous tous. Président Ali, à vous, à nous tous, collègues d'Azerbaïdjan, d'Arménie, des États-Unis et à tous les habitants de notre région, à tous les peuples de nos pays. Et mes plus sincères félicitations au monde entier, car, comme je l'ai toujours dit, cela rendra assurément le monde un endroit bien meilleur pour tous. Merci. Le président des États-Unis, le président de la République d'Azerbaïdjan et le premier ministre de la République d'Arménie vont maintenant signer la déclaration conjointe sur les résultats du sommet de la route Trump pour la paix et la prospérité internationale. C'est vraiment. Ils vont signer 3 exemplaires en anglais. Le président des États-Unis signe en tant que témoin, tandis que le président de la République d'Azerbaïdjan et le premier ministre de la République d'Arménie affirment leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Nous demandons aimablement à tous les invités de rester assis pendant la signature des documents. C'est vraiment formidable. Et nous allons lever. Que diriez-vous de lever ce document? Très bien. Eh bien, merci. C'est vraiment un grand jour. Nous avons d'autres grandes annonces, mais je ne voulais pas les faire parce que je ne veux rien faire qui pourrait, même un tout petit peu, éclipser ce qui s'est passé aujourd'hui. 35 ans de mort et de haine, et maintenant ce sera l'amour, le respect et la réussite ensemble. Et je ne voulais vraiment rien faire qui puisse d'une quelconque manière éclipser cela. Je ne pense pas que cela puisse être éclipsé quand on est en guerre et que tant de personnes ont souffert et que tant de personnes ont été tuées. Et maintenant, vous allez connaître une grande paix. Et j'ai hâte de voir ce corridor parce que ce corridor a l'air, je vais devoir aller là-bas. J'emmènerai le sénateur Daines avec moi et nous allons devoir y aller, Steve. Donc, mais c'est vraiment une grande réussite et je vous félicite. Vous êtes 2 dirigeants incroyables. Vous allez entrer dans l'histoire
et j'ai tout lu sur le temps que cela a pris, sur le fait que vous pensiez y être arrivé, puis que des gens vous ont déçus, et parfois vous avez probablement déçu des gens aussi. Peut-être que je ne sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça que ça se passe habituellement. Mais c'est quelque chose de très, très spécial. Je ne veux donc pas du tout me mettre en travers de son chemin, mais nous répondrons à quelques questions, peut-être au moins légèrement liées. Mais nous avons d'autres choses à annoncer plus tard dans la journée. Pierre, s'il te plaît. Là, juste parce que vous avez mentionné la paix illusoire en Ukraine, qui retarde ce sommet sur le cessez-le-feu en Ukraine. Est-ce que c'est ou est-ce Citilensk? Eh bien, je pense que c'est celui-là. Comme vous le savez, nous avons travaillé sur beaucoup de ces accords. Nous les avons tous conclus partout dans le monde, et c'est le dernier d'entre eux. Et ils perdent, Peter, environ 6, voire même 7 000 soldats chaque semaine. La Russie, comme vous le savez, a perdu presque 25 000 hommes au cours du dernier mois et demi, et l'Ukraine en a perdu un nombre bien plus faible. Beaucoup de gens meurent, et je pense que nous approchons vraiment du but, et nous allons bientôt annoncer que nous aurons une réunion avec la Russie. Nous allons commencer avec la Russie, et nous annoncerons le lieu. Je pense que le lieu sera très populaire pour de nombreuses raisons, mais nous l'annoncerons un peu plus tard. Je ne veux tout simplement pas le faire maintenant à cause de l'importance de ce que nous venons de faire. Oui, s'il vous plaît, allez-y, poursuivez. Êtes-vous surpris que Zelensky n'ait pas encore compris, après des années de guerre, comment traiter avec vous et avec Poutine sans avoir besoin de l'autorisation du Parlement ou d'une instance nationale pour faire des concessions? Eh bien, il fait ce qu'il doit faire pour obtenir ce dont il a besoin. Vous savez, il n'est pas autorisé à faire certaines choses. J'ai dit, eh bien, il va falloir que tu l'obtiennes rapidement parce que, tu sais, nous sommes très proches d'un accord. Et il fait cela, il travaille avec les nations européennes et ce sont des gens formidables, des dirigeants formidables. L'OTAN, et comme vous le savez, je suis devenu très ami avec lui. Ils ont accepté de passer de 2% à 5%, 2% qu'ils ne payaient pas à 5% qu'ils ont déjà payé. Cela représente des milliers de milliards de dollars. Donc, vous savez, nous travaillons ensemble de très près. Mais non, pour être tout à fait juste envers le président Zelensky, il obtient tout ce dont il a besoin, à condition que nous parvenions à un accord. Mais je vais rencontrer très prochainement le président Poutine. Cela aurait pu être plus tôt, mais je suppose qu'il y a des dispositions de sécurité que malheureusement il faut prendre. Sinon, je le ferai beaucoup plus rapidement, lui aussi. Il aimerait également se rencontrer dès que possible. Je suis d'accord avec cela, mais nous l'annoncerons très bientôt. D'accord. Et le lieu? Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec cette rencontre avec Poutine, est-ce la dernière chance de la Russie d'obtenir la paix et attendez-vous de l'Ukraine qu'elle fasse une concession territoriale? Oui, je n'aime pas utiliser le terme « dernière chance ». Écoutez, vous savez, ce sont deux personnes très, très intelligentes. Ils s'affrontent depuis un moment et leurs prédécesseurs étaient aussi très intelligents. Et ils s'affrontent depuis 35 ans, c'est difficile. Et vous savez, quand ces armes commencent à tirer, il est difficile de les faire taire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Il n'y avait aucune raison à cela. Et tant de personnes sont tuées, tant de destruction culturelle. Vous regardez ces tours magnifiques, les plus belles du monde. Vous savez, les flèches étaient considérées comme les plus belles du monde. Elles sont toutes en 1000 morceaux étalés au sol, complètement détruites, réduites en miettes. C'est tellement triste. Mais des millions de personnes sont mortes et beaucoup sont très ancrés dans leurs habitudes. Beaucoup de gens étaient ancrés dans leurs habitudes. Mais je pense que nous nous rapprochons. Je veux dire, ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Mais l'Union européenne a été formidable. Comme vous le savez, ils achètent du matériel chez nous. Ils dépensent. Ils ont beaucoup d'argent et ils dépensent beaucoup d'argent pour acheter du matériel. Nous ne dépensons pas d'argent, mais nous leur fournissons du matériel. Ils le paient. Et je pense, vous savez, je pense que beaucoup de choses se sont passées récemment qui pourraient faire avancer les choses. Je ne vais rien mentionner concernant l'Inde, mais peut-être que cela a eu un impact. Mais ce qui a vraiment eu un impact, c'est que l'OTAN a intensifié ses dépenses en matière d'achat d'équipements militaires. Vous savez, nous en sommes probablement là à cause de Biden et de ses collaborateurs. 350 milliards de dollars. 350 milliards de dollars. Quand ils entendent ces chiffres, vous vous dites que c'est beaucoup d'argent. 350 milliards de dollars. Les États-Unis ont dépensé cette somme.
Ils n'auraient rien dû dépenser parce que cela n'aurait jamais dû arriver. Cela ne serait jamais arrivé. Et l'Europe en est à plus de 100 milliards de dollars, ce qui est... Ça devrait être l'inverse si nous devions faire quoi que ce soit, mais ça devrait être l'inverse. Et je dirais que l'Europe veut voir la paix. Les dirigeants européens veulent voir la paix. Le président Poutine, je crois, veut voir la paix et Zelensky veut voir la paix. Maintenant, le président Zelensky doit obtenir tout ce dont il a besoin parce qu'il va devoir se préparer à signer quelque chose. Et je pense qu'il travaille dur pour y parvenir. Il va devoir céder du territoire au président. Eh bien, vous regardez un territoire qui a été disputé pendant 3 ans et demi avec, vous savez, beaucoup de Russes qui sont morts, beaucoup d'Ukrainiens qui sont morts. Donc, c'est ce que nous examinons. Mais en réalité, nous cherchons à en récupérer une partie et à procéder à des échanges. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué, mais nous allons en récupérer une partie. Nous allons en échanger une partie. Il y aura des échanges de territoire pour le bénéfice des 2 parties, mais nous en parlerons soit plus tard, soit demain ou à un autre moment. Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président, dites... Si je pouvais poser une question à votre invité ainsi qu'à quelques autres invités. Les Arméniens du Haut-Karabakh seront-ils autorisés à revenir? Et avez-vous également un avis sur les discussions concernant le président Trump et le prix Nobel de la paix? Et pour le président Trump, vous travaillez à la résolution de 2 autres conflits majeurs à Gaza. Vous avez parlé de réinstaller les Gazaouis. Le pays du Somaliland a exprimé un intérêt potentiel si vous deviez reconnaître diplomatiquement leur indépendance. Envisagez-vous de le faire? Et également, le président Poutine a-t-il remis une récompense à M. Witkoff lors de leur récente visite? Il aime bien M. Witkoff, je peux vous dire que c'est vrai. Allez-y, je vous en prie. Je pense sincèrement que le président des États-Unis, Donald Trump, méritait pleinement de recevoir le prestigieux prix Nobel de la paix pour ses efforts considérables et nous allons activement défendre cette proposition et la promouvoir avec une grande conviction. Et cela est absolument évident pour de nombreuses raisons. Donc, et l'événement d'aujourd'hui, je pense, en est une très belle et éloquente illustration de cette reconnaissance potentielle et j'espère sincèrement que vous nous inviterez à nouveau très prochainement. Au premier rang. Vous serez au premier rang. Oui, oui, nous sommes favorables. Merci, merci. Puis-je faire une suggestion? Oui. Donc, peut-être que nous pourrions nous mettre d'accord avec le Premier ministre Painian pour envoyer un appel conjoint au comité Nobel afin de décerner le prix Nobel de la paix au président Trump parvenant des dirigeants de pays qui ont été en guerre pendant plus de 3 décennies. Avoir cette signature historique ici, cela signifie vraiment beaucoup. C'est un résultat concret du leadership du président Trump et personne d'autre n'aurait pu accomplir cela. Il y a eu de nombreux présidents ici depuis le début des années 90 et le soi-disant processus de Minsk, qui d'ailleurs aujourd'hui, avec mon collègue arménien, nous y avons mis fin, a commencé en 1992. Ainsi, les négociations sous l'égide de l'eau ont duré plus de 3 décennies sans aucun résultat. Alors, qui, si ce n'est le président Trump, mérite le prix Nobel de la paix? Je ne veux pas revenir sur l'histoire de certaines décisions très étranges du Comité Nobel de la paix qui a attribué le prix à quelqu'un qui n'avait absolument rien fait. Mais le président Trump, en 6 mois, a accompli un miracle. Je pense donc que mon collègue arménien soutiendra cela. Et à en juger par la réaction du public, je pense qu'à notre retour, nous serons d'accord pour rédiger une lettre conjointe. Et j'espère aussi pouvoir me joindre à la remise du prix au président. Nous espérons qu'il nous invitera à la cérémonie. Vous le serez. Merci. Avons-nous un projet à signer maintenant? Et nous verrons ce qui se passe. Nous aimons déjà signer. Merci beaucoup. C'est très gentil. Sur des plans plus petits. Nous étudions cela. Bonne question. C'est une autre question complexe, comme vous le savez, mais nous travaillons sur le Somaliland. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais vous demander, avez-vous déjà parlé au président russe Poutine? Et iriez-vous en Russie ou en Ukraine? Et que lui diriez-vous exactement? Nous annoncerons l'endroit dans peut-être un petit moment. Et je pense qu'il sera très content.
Nous verrons ce qui se passe, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps. Celle-ci est aussi très compliquée. C'était extrêmement compliqué, mais nous l'avons simplifié et nous avions 2 personnes très brillantes à ma droite et à ma gauche. Ils ont compris ce qui était en jeu. Je pense que si cela n'avait pas été fait maintenant, ça n'aurait peut-être jamais été fait. Donc, c'est très similaire avec l'Ukraine. C'est devenu de plus en plus compliqué avec le temps. C'était simple au début. Ça n'allait pas arriver, mais c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais je pense que nous nous rapprochons. Oui, madame? Pouvez-vous nous dire où cela aura lieu? Oui, allez-y. Le lieu du prochain sommet pourrait-il être l'Italie, par exemple? Lieu, Italie. Je vous le dirai très bientôt. Honnêtement, je ne veux rien faire. Ces gars-là, je ne veux rien faire qui soit comme... Parce que c'est une histoire bien plus grande qu'un simple lieu. Un lieu, c'est bien. Je travaille dans l'immobilier, je m'y connais en emplacement, mais là, il n'y a rien qui puisse rivaliser avec ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vraiment un immense accomplissement pour ces deux-là. Vraiment, ils resteront dans l'histoire comme de grands leaders pour ce qu'ils ont fait. Je les ai réunis, mais ce qu'ils ont pu, et je ne veux rien faire pour l'instant, donc on en parlera plus tard. Aujourd'hui, on va vous donner un emplacement. Et qu'en est-il aussi de la guerre contre les cartels? Vous parliez d'envoyer des forces militaires pour lutter contre les cartels de la drogue en Amérique latine. Pensez-vous que cela vaut la peine d'envoyer nos forces américaines là-bas pour s'en occuper? Les cartels, où ça? En Amérique latine, en Amérique centrale. Eh bien, l'Amérique latine a beaucoup de cartels. Ils ont beaucoup de drogues qui circulent. Donc, vous savez, nous voulons protéger notre pays. Nous devons protéger notre pays. Nous ne l'avons pas fait depuis 4 ans. Et nous aimons ce pays comme ils aiment leur pays. Nous devons protéger notre pays. Donc, vous savez, on joue un jeu difficile. Mais nous aurons bientôt plus à dire à ce sujet. Oui, madame. Monsieur le Président, je suis Mouzala de l'agence de presse Azerbaijan News Agency Report. Nous sommes reconnaissants d'être ici. Aujourd'hui, vous accueillez une réunion vraiment historique. En tant que personne qui accorde de l'importance à la diplomatie et à l'interaction mondiale, envisagez-vous la possibilité de visiter l'Azerbaïdjan? En fait, vous avez mentionné l'Azerbaïdjan et l'Arménie après cette réunion. Quoi? Visiter nos pays, cela vous intéresse? Pour visiter... Lequel est-ce que je considère comme le meilleur? Les deux, oui. Les deux. Oh. Je pense que si jamais je disais ça, vous diriez « ce type n'aurait pas pu résoudre le problème ». Vous savez quoi? Je les considère tous les deux comme géniaux, OK? Et tu sais quoi? Ils seront encore plus grands, mais et ils sont très différents à bien des égards, mais ils ont beaucoup en commun. Mais ils sont tous les deux géniaux en ce qui me concerne. Ouais, s'il te plaît. C'est une question intéressante, non? Ça aurait été une sacrée réponse si j'avais dit « je pense que j'aime celui-ci ou celui-là ». Non, nous ne faisons pas ça. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le Président, tout d'abord, merci d'avoir apporté la paix dans le Caucase du Sud, ce que personne n'a réussi à accomplir en 35 ans. Merci. C'est la première chose. Nous remarquons également que vous tenez en haute estime les engagements que les parties ont pris et assumés. Cependant, compte tenu de la longue histoire du conflit et du fait qu'il ne s'agit pas d'un document juridiquement contraignant, y aura-t-il des conséquences si, à un moment donné, l'une des parties fait marche arrière? Je ne pense pas que cela arrivera. Je pense que ça va très bien se passer. Et je leur ai dit, je leur ai donné un engagement personnel. Vous savez, il y a toujours de petits problèmes ici et là, n'est-ce pas? Les gros problèmes ont été résolus. Les problèmes majeurs ont été résolus, mais s'il y a un conflit, ils savent tous les deux qu'ils vont m'appeler et qu'on va régler ça. Ils n'auront pas de problème. D'où venez-vous? Arménie. D'accord, très bien, très bien. Je me demandais, en fait, c'était une question très inhabituelle, mais ce n'est pas inhabituel, sachant que vous venez d'Arménie. S'il y a un problème, nous le réglerons. Je leur ai dit à tous les deux, ne laissez pas le problème s'éterniser. On s'en occupe tôt et on va le régler, on va le résoudre. Vous avez un bon journaliste là-bas. D'accord? Puis-je ajouter quelque chose? Oui. Tout d'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons paraphé l'accord de paix qui était en négociation depuis un certain temps.
Le fait que cet accord soit paraphé ici, dans la capitale numéro 1 du monde, dans le bureau numéro 1 du monde et devant le grand président des États-Unis signifie qu'il ne devrait y avoir aucun doute ni aucune suspicion que l'une des parties puisse faire marche arrière. Si l'un de nous, le Premier ministre Pachinian ou moi-même, avait eu l'intention de faire marche arrière, nous ne serions pas venus ici. Vous pouvez donc être absolument sûr, ainsi que la communauté azerbaïdjanaise, que ce qui s'est passé aujourd'hui aboutira à la paix, à une paix durable, à une paix éternelle dans le Caucase. C'est très joli. Je suis désolé. That's right. Je suis désolé. Je suis entièrement d'accord et rien à ajouter. C'est très joli. 2 déclarations alors, mais c'est une déclaration magnifiquement formulée. Allons-y. Encore quelques-uns. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président, beaucoup de personnes dans le Caucase du Sud ont attribué la faute à votre prédécesseur, Joe Biden, ainsi qu'à son secrétaire d'État, Anthony Blinken, pour les obstacles dans les relations bilatérales de l'Amérique avec l'Azerbaïdjan et la paix dans cette région du monde. À quel point est-il important pour vous de renforcer le partenariat de votre pays et celui de votre administration avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie? Oui. À quel point c'est important pour votre héritage? Eh bien, pour moi, c'est très important. Mais vous savez, je connais l'histoire de ce qui s'est passé parce que je lis beaucoup et ils ont eu une relation très conflictuelle, vous savez, et ce, depuis longtemps. C'est la guerre. La plupart du temps, c'était la guerre, donc parvenir à un accord, ce sont des gens formidables. Je connais beaucoup de personnes d'Arménie, je connais beaucoup de gens des 2 pays et ce sont des personnes incroyables et ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver. J'aurais aimé que nous puissions être là plus tôt. Vous savez, si l'élection s'était passée autrement, je vais être gentil aujourd'hui, je ne vais pas être polémique et dire l'élection a été truquée, j'aurais réglé ce problème plus tôt. Mais la vérité, c'est qu'elle a été truquée. Si l'élection n'avait pas été truquée, je serais venu ici plus tôt. Nous aurions signé le même accord 4 ans plus tôt. Mais cela ne s'est pas produit et l'administration Biden a fait très peu, en réalité rien du tout pour que cela se fasse. Mais ils n'ont rien fait pour vraiment accomplir quoi que ce soit. Ce pays était dans une situation très grave et je le répète sans cesse. J'ai rencontré tous les dirigeants de l'OTAN. Je suis allé, comme vous le savez, au Moyen-Orient. J'étais avec le roi d'Arabie saoudite, les dirigeants de grands pays, n'est-ce pas? Le Qatar et les Émirats arabes unis et d'autres au Moyen-Orient. Et tout le monde disait essentiellement la même chose. Nous avions un pays mort. Il y a 1 an, nous avions un pays mort. Notre pays était en train de mourir et maintenant, nous avons le pays le plus dynamique du monde. Il n'y a même pas de comparaison possible. Nous avons le pays le plus dynamique du monde et c'est un honneur d'utiliser cela, que vous appeliez ça du pouvoir, du respect ou peu importe, pour régler des conflits comme celui que nous avons juste ici, à ma gauche et à ma droite. Et ces 2 gars sont très intelligents. Je les ai connus, ils sont très intelligents. Je ne pense pas qu'ils auront jamais à s'occuper de moi. Ils pourraient m'appeler juste pour m'embêter un peu. Laissez-moi les mettre à l'épreuve et ils appelleront parce qu'ils aiment m'appeler. Mais ils n'auront aucun problème. Nous avons un accord très complet. C'est un accord de paix et ce n'est pas un cessez-le-feu. Ce n'est pas on va tenir le... C'est un accord de paix et ils vont finir par faire beaucoup d'affaires ensemble. Ils vont faire beaucoup d'affaires avec les États-Unis et je me souviendrai toujours, au moins tant que je serai là, je me souviendrai à quel point ils étaient intelligents, à quel point ils étaient bons. Et en ce qui concerne le commerce et d'autres domaines, nous ferons toujours 100% d'efforts et nous ferons tout notre possible pour que cela se passe bien pour eux. Ils ont fait quelque chose d'extraordinairement bien et de très courageux. C'est une partie du monde très compliquée d'où ils viennent, une région très difficile du monde. C'est une région du monde dure, très dure, mais intelligente, avec des gens intelligents et coriaces et une grande richesse, vous savez, une grande énergie, une grande richesse. Je parlais avec Chris et il disait qu'en termes de richesse, c'est une richesse énorme. Mais la richesse ne résout pas toujours les problèmes, il faut d'autres choses. Mais ce sont des personnes incroyables, 2 dirigeants remarquables, et c'est un honneur d'être associé à eux. Que diriez-vous d'une dernière question, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président.
Votre instinct a toujours bien fonctionné en affaires comme en politique. Qu'est-ce que votre instinct vous dit concernant la possibilité d'un événement comme celui-ci dans les prochaines semaines, les prochains mois, où vous auriez le président Poutine d'un côté et le président Zelensky de l'autre? Je pense que mon instinct me dit vraiment que nous avons une chance d'y arriver. D'accord? Et vous le découvrirez plus tard, peut-être même aujourd'hui, mais nous avons une chance. Écoutez, il faut que ce soit résolu. Vous savez, nous ne perdons pas de vies humaines. Beaucoup de gens disent, pourquoi vous embêtez-vous avec ça? Nous ne perdons pas de vie. Nous dépensions des centaines de milliards de dollars. Nous ne dépensons plus. J'imagine même qu'on gagne de l'argent parce que, vous savez, nous sommes excellents. Nous avons le meilleur équipement militaire au monde. Nous le vendons à l'OTAN. Mais vous perdez des milliers de personnes chaque semaine. Des Russes et des Ukrainiens principalement des soldats. Mais vous savez, des missiles sont lancés sur des villes et des villages, Kiev et beaucoup d'autres endroits. Vous lisez les mêmes histoires que moi et il faut qu'on trouve une solution. Le comité Nobel norvégien annoncera sa décision concernant le prix Nobel de la paix de cette année le 10 octobre, vendredi 10 octobre. Cette date est-elle entourée sur votre calendrier, Monsieur le Président? Je ne peux pas le dire. Je veux dire, beaucoup de gens disent, vous savez, peu importe ce que je fais, parce que, vous savez, je suis d'une certaine tendance, peu importe ce que je fais, ils ne me le donneront pas. Et je ne fais pas de politique pour ça. J'ai beaucoup de gens qui le font, je le sais. Je veux dire, je lis les mêmes choses que vous, mais ce serait certainement un grand honneur, mais je ne ferai jamais de politique pour ça. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que vraiment, avant tout, je veux sauver des vies. C'est pourquoi je suis autant impliqué avec l'Ukraine et la Russie. C'est sauver des vies de Russes et d'Ukrainiens. Ce ne sont pas des vies américaines. Maintenant, je dirais ceci. Cette guerre aurait pu s'aggraver en quelque chose de bien plus... Cela aurait pu être une guerre mondiale. Je pense que si nous n'étions pas intervenus, l'Ukraine et la Russie auraient fini par déclencher une guerre mondiale et j'ai empêché cela. C'est arrêté. La seule question est, quand cela va-t-il être réglé? Cela pourrait arriver très bientôt, mais quand cela va-t-il se produire? Cela aurait été une guerre mondiale. Si je n'étais pas arrivé avec un groupe de personnes très talentueuses, assises en grande partie juste ici, mais il y en a d'autres qui ne sont pas dans la salle et qui sont très talentueuses, je pense que la Russie et l'Ukraine auraient eu un très, très haut risque. Je pense même que cela aurait probablement fini par être une guerre mondiale. Votre prédécesseur a dit... Je ne pense pas que les gens en parlent encore aujourd'hui parce qu'ils ne le voient plus. Mais nous avons fait baisser la tension de façon considérable, mais on en était arrivé à un point, quand je suis arrivé, j'ai dit « Waouh, la situation est vraiment grave ». Et cela aurait pu dégénérer, cela aurait pu s'aggraver à un niveau qui ne vous aurait vraiment pas plu. Oui. Votre prédécesseur, Monsieur le Président Ronald Reagan, avait une expression à propos de ses relations avec l'Union soviétique de l'époque et aussi avec Mikhaïl Gorbatchev. L'expression était « faire confiance mais vérifier ». Partagez-vous ce même point de vue en ce qui concerne Monsieur Poutine et la Russie? Eh bien, je le fais en ce qui concerne tout le monde. Je veux dire, pas seulement le président Poutine, mais aussi les personnes et les dirigeants avec qui j'ai affaire. Écoutez, je traite des questions commerciales. Certains des pires accords que nous avons conclus, certains des pires accords commerciaux que nous ayons, amis et ennemis. Amis et ennemis. Certains de nos pires accords commerciaux n'ont pas été conclus avec l'ennemi, mais avec les amis. Nos amis nous écrasaient littéralement sur le plan commercial. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Nous sommes, vous savez, nous engrangeons des milliers de milliards de dollars, nous sommes respectés et nous réglons, vous savez, par le biais du commerce. Même un peu ici, moins ici que dans d'autres cas, mais grâce au commerce, j'ai réglé des choses. Avec l'Inde et le Pakistan, je pense que c'était le commerce. J'ai dit, je n'ai pas envie de traiter avec des pays qui essaient de s'autodétruire et de faire sauter le monde. Ce sont des nations nucléaires. C'était un gros dossier, réglé celui-là. Je pense que vous serez d'accord. Gros dossier, ils étaient en conflit. Ils abattaient des avions en plein ciel. Vous savez, 5 ou 6 avions ont été abattus lors de leur dernière petite escarmouche, et puis ça allait s'envenimer à partir de là, et ça aurait pu devenir vraiment, vraiment grave. Non, je veux sauver beaucoup de vies.
J'adore sauver des vies. C'est ça le but. Et vous savez, quand on sauve des vies, on finit vraiment par avoir un monde pacifique. En général, ça se termine plutôt bien. Je veux remercier tout le monde, mais en particulier ces deux grands dirigeants pour avoir eu le courage de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils entreront dans les livres d'histoire et c'est un grand honneur d'être impliqué. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.